bien, je croyais avoir enregistré ce que j'étais en train de vous dire. Je recommence donc. Et pour dire que ceci est la suite de la conférence que j'ai donnée vendredi soir à Aix-en-Provence. Depuis, d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai continué à approfondir un certain nombre de sujets ou à revenir sur d'autres. Vraiment, je vous remercie à Aix de votre accueil, hein, tous ceux qui m'ont invité, qui ont fait pas mal de voitures pour venir, etc. Et votre enthousiasme a resté jusqu'à 1h du matin, alors qu'on avait commencé à 7h du soir à échanger. Puis il y a eu trois parties d'environ 1h20, 1h30 chacune, plus des apartés où on a bu, on a mangé, on a pu discuter un peu différemment des différents sujets. Donc ce que j'explique, c'est que tout ce que j'évoque dans mes conférences et dans mes lettres est développé dans mes livres. Donc il y a d'abord eu Fiat Veritas Sperat Mundus, que vous êtes nombreux à avoir acheté, à avoir commenté. Et je vous remercie pour l'enthousiasme que vous décrivez dans vos commentaires et dans vos nombreuses lettres. Maintenant, il y a In Aeternum Sine Pacto qui arrive et qui est pas une suite logique en fait. C'est-à-dire que Fiat Veritas Sperat Mundus montrait à quel point le fait d'accepter d'être dans une civilisation dans laquelle le mensonge devient la norme parce que la vérité pourrait faire du mal à certaines minorités ou à certaines personnes. Étudier la vérité, étudier l'histoire, essayer de chercher ce qui est caché, ce qui a été travesti, ce qui a été trafiqué, est devenu interdit. Eh bien non, ça ne doit pas l'être et ça ne peut pas l'être. Et ça c'est Fiat Veritas Sperat Mundus, c'est que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Et le nouveau tome, c'est In Aeternum Sine Pacto. Et c'est l'idée en fait que le bien, il est consanguin, donc il est à l'intérieur de tous les humains. Le bien est en nous. Mais le mal est consenti. Et donc, si on consent au mal et qu'il n'y a pas de rédemption du mal, eh bien, c'est la fin de l'espèce humaine, c'est ce pacte avec le diable et c'est la disparition de tout ce qui est humain. Je parle évidemment de la place de l'intelligence artificielle, je parle du nucléaire, je parle de la biologie de synthèse, je parle des personnages des différentes époques, hein, puisque selon les tomes, j'évoque Saladin, j'évoque De Gaulle, j'évoque évidemment beaucoup Macron, mais je parle de personnages beaucoup plus anciens ou beaucoup moins connus, comme Sabbatai Tsevi. Et évidemment, personnage extrêmement central, Jésus-Christ et Marie. Donc vous verrez, vous prendrez beaucoup de plaisir à lire ces livres. Donc ce ne sont pas des livres dogmatiques, ce ne sont pas des livres sur l'actualité, ce ne sont pas des livres jetables. Au contraire, ce sont des livres qui peuvent accompagner. C'est pour ça que dès le début, j'ai fait une version artisanale des livres, donc du premier, et il y aura une version artisanale du second. Et vous êtes nombreux à être très heureux de pouvoir avoir ce livre dans une version où les pages sont cousues, où la reliure est vraiment belle. Donc, deuxième partie, vous verrez, ça, entre guillemets, ça tape encore plus fort sur contre des idées reçues. Ça évoque des sujets vertigineux comme les khazars, la logique khazarienne, comme la place du couple Macron dans ce qu'on vit, comme les complots, hein, l'assassinat de JFK, les tours jumelles. Quelqu'un pose des questions sur le Titanic, mais la période du Covid, ce qui se passe en Iran, ce qui va continuer à se passer en Iran, évidemment les marchands du temple et cette nouvelle race entre guillemets de marchands du temple qui sont en réalité des vendeurs de faux espoirs, des vendeurs de pommades, des vendeurs de fausses histoires en fait qui évidemment ne résistent pas au temps, mais qui permettent entre guillemets de cliver encore plus les capacités d'analyse très amoindries du faible nombre de personnes qui viennent s'informer, puisqu'en fait elles se retrouvent dans un brouhaha où tout et n'importe quoi est dit, répété, colporté, analysé. Et malheureusement, quand on écoute les choses d'une vidéo à l'autre, d'une lettre à l'autre, d'un texte à l'autre, d'un livre à l'autre, on ne comprend plus rien. Et évidemment, ce brouhaha sert les gens qui tirent les ficelles et qui ont un plan extrêmement précis pour faire disparaître l'humanité.
souvent à l'insu de leur plein gré, puisqu'évidemment la plupart des personnes ne peuvent même pas imaginer qu'ils œuvrent à ça. Ils ont l'impression au contraire d'être en train de travailler pour le bien et que la sûreté vaut bien de perdre des libertés, etc., etc. Évidemment, vous savez bien que c'est l'inverse, et c'est tout mon travail, c'est tout ce à quoi j'ai décidé de consacrer ma vie depuis quelques années. Je vous invite, et je le fais sans cesse, à lire mes lettres, à vous abonner à mon Substack. Si vous en avez les moyens, de vous abonner à la formule payante. J'ai décidé de baisser le tarif, et donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à rejoindre cette lettre. C'est donc sur Substack, substack.com, 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 et mon compte c'est Bertrand Scholler. Alors je sais que vous êtes encore nombreux, quelques milliers, à écouter chacune de mes vidéos, donc j'espère que quelques-uns d'entre vous, peut-être même quelques dizaines d'entre vous, décideront enfin de faire le saut. Si vous voulez commander le livre, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Ça c'est l'email. Alors si vous faites 55bellechasse.com, vous risquez de tomber sur mon site, sur la galerie, et donc ça risque de vous perturber un peu, même si c'est très bien et très intéressant. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous avez des idées de conférences, ou si vous pouvez accueillir des conférences chez vous, eh bien, n'hésitez pas à en parler. Je serai ravi de dire oui et d'organiser ça à vos côtés. Donc là, un grand merci à mes hôtes, à Aix. Vraiment, c'était un moment formidable. Et je repars ce soir vers Paris pour de nouvelles aventures. En tout cas, bonne vidéo, à très bientôt. Bon dimanche si vous regardez ça dimanche, bonne semaine si vous regardez ça lundi. Et merci de vous abonner. À bientôt. If you look at the world of money, you would see the writing is on the wall. The Bretton Woods Accord is collapsing. It has already collapsed. And a new international monetary system is around the corner, in which the US dollar will disappear. And when the US dollar crashes, the American economy will crash with it. I want to suggest to you that the September 11 attack on America bears an uncanny similarity to the terrorist attack of the summer of 1914. And that the events which are now unfolding in the world, the attack on Afghanistan, the attack on Iraq, the new American imperium that is taking over the world, are all meant to serve one mission, to pave the way for the state of Israel to wage a big war. And as a consequence of that big war that Israel is going to wage, the territory of the state of Israel is going to dramatically expand to encompass the biblical frontiers of Israel, of the Holy Land. Bible says, from the river of Egypt to the river Euphrates. That's not true. The Holy Land does not exist from the river of Egypt to the river Euphrates. That is false. But it's there in the Bible. They put it in. And so Israel has to wage a big war which will dramatically expand the territory of the state so that Israel will control the Suez Canal. And Israel will control the oil of the Gulf tomorrow. And there will be a concomitant attack on the US dollar. And the US dollar collapses, and when it collapses, it will bring down the whole world of paper money with it. When Israel wages that big war, I expect that Israel will unleash weapons of warfare we've never seen before. And at the end of it, Israel will take over from the United States as the new ruling state in the world. But Israel cannot wage that war while still there are any significant obstacles in the way. And now put on your thinking caps. Which is the most significant obstacle which still stands in the way of Israel waging her big war? And it is Pakistan's nuclear weapons capacity.
And coupled with that is Iran's missile capacity. And so all the hullabaloo we're going through now, all the maneuverings on the chessboard of the world, when Israel wages that big war and replaces the United States as the ruling state in the world, the first ruling state was Britain. The second ruling state was the United States. The third and the last would be this imposter, the state of Israel. I am suggesting to you that Dajjal or the Antichrist would now have completed stage 2, a day which is like a month, and would be commencing stage 3, a day which is like a week, meaning a much shorter period of time. It is at this time that terrorism reaches its climax. They have declared that they're going to continue killing all those who dare to lift their hands against the state of Israel. This is the biggest terrorist of all in the world. But CNN will never tell you that. Alors, d'abord, je veux rassurer les personnes qui regardent la deuxième partie. Tout le monde est là, il n'y a pas eu de dispute, on vient de faire une pause. Non, mais ça a quelque chose de magique, hein. C'est-à-dire que c'est des sujets extrêmement compliqués. Dans la pièce, il y a des gens qui partagent pas du tout les mêmes idées les uns que les autres, qui n'ont pas... Et tout le monde est resté extrêmement courtois. Et ça, c'est génial. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais depuis le Covid, il n'y a pas un seul sujet qui ne crée pas un ouragan dans une discussion. C'est qu'on ne peut pas parler de vaccination calmement. C'est très difficile de parler du 7 octobre sans devoir commencer immédiatement par dire, et je conçois très bien, il y a eu des victimes, des innocents qui ont été tués. Quelle que soit la manière avec laquelle on prend le 7 octobre, et si vous lisez ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit voilà, il y a eu un événement terroriste le 7 octobre. Pourquoi ? Pas que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, n'empêche qu'il y a des civils qui ont été tués par des personnes armées, et même si elles ont été manipulées, même si les circonstances sont étonnantes, le résultat c'est qu'il y a des innocents qui ont été tués qui n'auraient pas dû être tués. Moi je pense qu'un civil ne peut pas être la cible d'une action quelle qu'elle soit. Mais je sais aussi pourquoi le terrorisme existe. Parce qu'en fait, quand on a une disproportion de force, c'est compliqué. D'ailleurs, d'une certaine manière, David était un terroriste. Parce qu'en fait, Goliath était beaucoup plus fort que lui au combat à l'épée. Et David, il l'a tué de loin avec une fronde. Vous savez, c'est comme au moment où ils inventent les arbalètes. Vous changez la guerre. Celui qui a l'arbalète, il gagne toutes les guerres. Je ne sais pas si vous avez vu des films de Shogun, mais il y a un film qui est pas mal avec Tom Cruise. Et à un moment, les samouraïs, ils sont dans le champ de bataille, et puis en face, ils sortent une mitraillette et ils tuent tout le monde. En fait, les choses sont déséquilibrées. C'est-à-dire... et donc, quand c'est déséquilibré, il faut trouver des solutions. Si tous les médias du monde sont contrôlés et disent la même chose, et que la plupart des personnes du monde écoutent la même chose, comment vous faites pour les sortir de là ? C'est quoi la solution ? C'est une des questions. On compte sur vous. Non, chacun doit compter sur lui. C'est-à-dire, en fait, ce que je dis parfois aux personnes qui lisent le livre, je leur dis, en fait, le livre ne répond pas à vos questions. Le livre ne vous pose pas de questions. Le livre fait en sorte que vous allez vous poser vous-même des questions qui sont les vôtres et que vous allez réaliser que par vous-même, vous pouvez y répondre. Et c'est ça qui est important, parce qu'en réalité, si vous prenez Montaigne, par exemple, Montaigne, quand il parle d'éducation, puisqu'on parlait d'abeilles et tout à l'heure, il dit, en fait, il faut que chacun fasse son propre miel. Il ne dit pas, le maître, il arrive, il dit, c'est ça. Non, il donne les moyens à l'élève, au disciple, appelez ça comme vous voulez, de devenir la personne qu'il aurait pu devenir. Moi, j'étais étudiant à Louis-le-Grand, à Paris,
Et il y avait un proviseur, chaque année, il faisait un discours. Alors, je crois qu'il faisait tout le temps le même. Enfin, moi, j'écoutais pas chaque année son discours. Mais il disait, en fait, on est tous un diamant brut. Tous les élèves. Et il disait, il y a des gros diamants bruts, il y a des petits diamants bruts, il y a des... Et notre rôle, nous, dans l'enseignement, c'est de faire en sorte que vous deveniez le diamant au maximum de votre potentiel, en fait. C'est-à-dire que face à un diamant brut, vous savez, mais ce serait la même chose que le fils prodigue. Vous donnez de l'argent à vos 3 enfants, il y en a un qui enterre l'argent, il y en a un qui dilapide l'argent, il y en a un qui essaie de faire quelque chose et puis qui réussit pas, et qui a raison, qui a tort. Mais avec un diamant, bah, en fait, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a des gens parmi vous qui ont un immense potentiel. Et ils vont rien en faire. Ça va rester un diamant brut, ça va pas briller, ça va... Il y a des gens qui ont un immense potentiel et ils vont casser ce potentiel parce qu'ils vont pas aller dans la voie vers laquelle ils doivent être. Moi, je connais quelqu'un qui aurait dû être artiste, qui aurait dû être dessinateur, qui aurait dû faire plein de choses, et puis il a fait autre chose, et plus tard, en fait, il a réalisé qu'il avait une autre voie. Donc c'était un gros diamant, il a failli être cassé, mais il a su préserver le diamant, et finalement, il est devenu artiste, poète, etc. Et je vous invite à regarder les tableaux de Jean-Marie, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça c'est comment on trouve sa voie. Mais ce qu'il nous disait, ça c'est passionnant. Il y a des gens qui sont des tout petits diamants, tout petits, mais qui brillent de 1000 éclats. C'est que si vous avez un petit potentiel, mais que vous sublimez votre potentiel, eh ben, vous allez être beaucoup plus utile, beaucoup plus brillant, beaucoup plus que d'autres qui avaient du potentiel et qui l'ont gâché, en fait. Et c'est très rassurant, parce que ça dépend de nous. Ça dépend vraiment de nous, en fait. Ça dépend de personne d'autre. C'est-à-dire, si on compte sur quelqu'un pour faire de nous le diamant qu'on aurait pu être, c'est mort. C'est parce que on devient le diamant que l'autre a envie de faire de nous. Mais c'est peut-être même pas un diamant, il a peut-être envie de faire un feu de camp avec nous, ou autre chose. Et donc, on doit sans cesse se demander comment devenir, entre guillemets, alors le diamant c'est sans doute une mauvaise image, mais c'était l'image du proviseur. Et j'aime bien ça, ça m'a marqué en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour rayonner plus. Tout à l'heure pendant la pause, tu me demandais, mais est-ce que tu continues à faire du conseil? Est-ce que tu peux... Non, j'ai tout arrêté. J'ai pas arrêté pour me plaindre, j'ai arrêté pour mieux faire ce que j'essaie de faire avec vous ce soir. Donc je passe du temps à écrire, je fais des interviews, j'écris un livre, puis un autre. En fait, je passe mon temps à faire ça. Et c'est ce que j'aime. Donc, et comme je suis passionné, si je fais quelque chose, je veux le faire totalement, en fait. Et donc, ce qui me passionne depuis toujours, c'est pourquoi, et je vais vous raconter une anecdote, quand j'étais enfant. Je vais à la messe avec mes parents, je commençais à peine à parler. Mais dès que j'ai commencé à parler, je parlais, semble-t-il, beaucoup. Moi, j'en ai aucune mémoire. Et donc, partout, je parlais. Et donc, mes parents me disaient, arrête, ici, tu peux pas parler, etc. Et donc, à la messe, mon père me dit, non, ici, tu parles pas, personne ne parle. Et là, juste là, le curé se met à parler. Et il paraît que je hurle. Pourquoi moi je peux pas parler et lui Et en fait, on est prédisposé à ça. Donc moi, c'est une histoire qu'on m'a racontée depuis que je suis tout petit. Parce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exactement comme ça? Mais depuis toujours, je sais que je suis quelqu'un qui conteste les choses. C'est-à-dire, si on me dit de faire quelque chose et que je le comprends pas, eh ben je l'accepte pas. Et ça a tout le temps été vrai. C'est-à-dire, j'ai pas d'idée préconçue sur quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on me dise « crois ça » si je ne le comprends pas. Et réellement, c'est une mécanique. C'est pour ça que dans mes livres, j'aime bien faire intervenir Colombo, la mer, une intelligence artificielle, un pèlerin, moi en l'occurrence. C'est parce qu'en fait, tout ça, ça me donne des référentiels. Colombo, vous connaissez Colombo, l'inspecteur Colombo? Mais oui,
Colombo, on sait tous qui est le tueur, sauf lui. Mais il est le seul à trouver la solution. Alors que nous, on sait qui est coupable. Mais comment il le trouve, c'est génial. Et il nous montre comment il le trouve. Mais en général, on ne comprend pas, en fait. Alors qu'on voit tout. Et vous voyez ce que j'essaie de vous dire par rapport au monde dans lequel on vit. C'est comme Colombo. En fait, on sait, on sent, mais on ne voit pas, en fait, ce qu'on nous montre. Et donc, on l'accepte pas totalement. Parce que comme on pense avoir compris, on fait pas l'enquête, en fait, puisque nous, on sait le coupable. Mais on sait pas démontrer que c'est le coupable. On sait. Mais si c'est lui, je l'ai vu. Mais non, il faut le confondre, en fait. Et alors que nous, on sait, Colombo le confond. Et c'est génial. En fait, ça nous montre tout la différence entre un super enquêteur et nous. On essaie de s'améliorer, mais en fait, c'est compliqué. Et alors, il n'y a que ceux qui ont lu le livre qui voient ce que je veux dire, mais si vous avez vu Colombo, voilà, c'est un personnage très important de mes livres, en fait. Et parce que je mets des personnages que j'aime bien. Et donc, Kennedy, je reviens à Kennedy, il est assassiné, on ne sait toujours pas qui l'a assassiné. Et on n'a toujours pas la publication des documents qui pourraient aider à savoir qui l'a assassiné, et on ne sait toujours pas quelle est la nature de ces documents. Il y a un doute sérieux. Donald Trump avait promis de déclassifier. Il a déclassifié quelques documents. Et dans les documents qu'il a déclassifiés, donc déjà, il n'a pas tout déclassifié alors qu'il avait autorité pour tout faire, puisque les délais de 50 ans étaient largement prescrits. Donc il pouvait ordonner que tout soit déclassifié, ça n'a pas été le cas. Et là où ça a été vraiment très malin, et vous allez voir où je vais en venir, c'est que dans les documents qu'il a déclassifiés, il y avait un document qui disait estampillé FBI machin, on a des photos d'Hitler, il a survécu en Argentine. Et donc tous les complotistes, au lieu de se sont précipités, alors qu'en fait, vous savez, c'est comme dans toutes les enquêtes, le FBI, il récupère plein de trucs, et il y a des gens qui disent, il y avait un martien, il y avait un machin, et en principe, on ne devrait même pas accorder d'importance à ça. Mais là, c'est devenu quelque chose où tout le monde s'est passionné pour le fait que le dossier Kennedy prouvait qu'Hitler, en fait, s'était échappé en Argentine, il avait survécu, il avait vu des jours heureux, peut-être il a eu des enfants et tout. Et donc, c'était une diversion. Dans l'affaire Epstein, ils ont tenté une autre diversion récemment. Je ne sais pas si vous avez noté, mais ils ont annoncé déclassifier tout ce qui concernait les soucoupes volantes. Oui. Vous avez vu, c'était pile poil. Hein. Et ça, c'est un truc qui est récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des dossiers comme ça, il y a des généraux de l'armée, des gens qui disent on a des dossiers, on a... Et donc, on refocalise les personnes les plus excitées sur Internet là-dessus. Pareil avec eux. Quand Trump est en difficulté, il poste une photo de lui avec le drapeau américain, un aigle et un cul dans la main. Et alors, il dit rien. Il dit juste, vous allez voir ce que vous allez voir, il a un cul dans la main, un drapeau. Et les gens disent, vous avez bien dit, les échecs 5D, Trump, en fait, l'état profond. Et chacun comprend ce qu'il veut, ça marche en une image. Il se retrouve avec une armée de centaines de milliers de personnes sur Internet qui expliquent à tout le monde que c'est le meilleur président du monde, que tout ce qu'il fait, c'est génial. Et alors, comment ils expliquent ce qui se passe en Iran ? Vous allez voir, le truc est... Il faut être très très intelligent pour comprendre cette théorie. Donc je ne suis pas sûr de bien vous l'expliquer. Mais ils disent, Trump est génial, il est en train de détruire le système bancaire et le système mondial d'assurance. Ok, ça coûte le sacrifice de l'Iran, mais ça vaut la peine. Alors tu dis, mais explique-moi. Eh bien oui, les Lloyds, les assureurs Lloyds ont demandé aux bateaux d'arrêter de circuler
Et ça va leur coûter des milliards. Ok, donc, et donc pour eux, ça veut dire qu'ils vont être ruinés. Or, c'est les gens les plus puissants du monde, parce que c'est vrai que les assureurs dans la hiérarchie, c'est vraiment la limite. Quand il y a eu des sanctions contre les Russes, le moment où les Russes étaient potentiellement le plus embêtés, c'est quand on leur a dit vous ne pouvez plus vous assurer. Parce que si tu peux plus t'assurer, tu peux plus aller dans un port, tu peux plus avoir de capitaine de bateau, c'est très compliqué. Un monde sans assurance, tu peux pas rouler, on sait bien, hein, si tu roules sans assurance, tu peux pas prendre tes responsabilités, la prison, etc. Mais en fait, moi j'ai une toute autre interprétation. Que veulent faire les Lloyds quand elles font ça? En fait, elles veulent que le prix de l'essence augmente, que la crise s'amplifie, même si l'Iran en réalité n'est pas capable de bloquer les détroits d'Ormuz, ce qui est totalement le cas, puisque la flotte iranienne complète a été détruite. Ils sont même allés, je vous disais tout à l'heure, détruire les bateaux au Sri Lanka. Leurs missiles, leurs ports autour du détroit d'Ormuz sont complètement détruits. Et les bateaux américains sont largement suffisants pour protéger les pétroliers. Donc en fait, Trump, lui, il voudrait que ça continue pour pas qu'il y ait d'inflation. En fait, ce que Q pense que c'est génial, en fait, est en train de se retourner contre Trump parce que les gens qui arrêtent en fait les bateaux, les Lloyds qui disent aux bateaux d'arrêter de naviguer dans le détroit d'Ormuz provoquent ce que vous constatez à la pompe, hein, donc provoquent un mécontentement des gens, donc provoquent un risque de guerre civile dans tous les pays, une exaspération, de nouveau une haine envers les musulmans, puisqu'évidemment les responsables sont les Iraniens, donc des musulmans, et donc ça crée les conditions en fait de l'étape suivante. Donc la première étape, c'est qu'il y a plein de pays dans le Golfe dans lequel le fait que les bateaux circulent plus, ça va créer la famine, parce que c'est des pays désertiques qui ne produisent pas ce qu'ils mangent. Donc ils ne mangent pas de pétrole et l'eau, c'est de l'eau de mer qui est déminéralisée. Donc là, vous avez des grosses tensions dans ces pays, ils sont très inquiets, puisqu'ils ont quelques jours seulement de provisions, et l'essentiel de ce qu'ils mangent arrive d'Iran. Ah oui, parce que l'Iran, c'est le grenier à manger de cette région. Parce que si vous regardez le relief et la géographie de l'Iran, c'est le seul pays qui a encore une agriculture, une alimentation, et il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, ils commercent depuis tout le temps avec l'Iran. En fait, ça passe par Dubaï, ou ça passe par Oman, ou ça passe... Mais en fait, ils nourrissent, en fait. Et là, d'un seul coup, ils sont plus nourris. Les bateaux russes sont coulés, parce que les bateaux russes, eux, auraient éventuellement du stock pour le faire, et les Européens, on a à peine de quoi survivre, etc. Donc on voit qu'il y a un risque de famine, il y a un risque de colère en Occident. Les Gilets jaunes, ils ont, entre guillemets, ils sont intervenus parce que le pétrole était monté. Là, le diesel est à 2 euros. Mais en quelques jours, il est passé d'1,50 € à 2 euros. C'est considérable comme augmentation. Et ça ne va pas s'arrêter. Mais pas parce que les Iraniens bouchent en réalité le détroit d'Ormuz, parce qu'ils n'ont pas véritablement les moyens. C'est parce qu'en fait, les compagnies d'assurance font ça parce qu'en fait, elles veulent créer le chaos. Parce que dans le chaos, on peut prendre et on est prêt à accepter les peuples des décisions invraisemblables. Dans un choc, les gens acceptent. Donc typiquement, ça pourrait être du rationnement, ça pourrait être la limitation des déplacements. On peut tout imaginer en fait. Dire comme le confinement, donc vous allez rester chez vous pour les gens qui n'ont pas des jobs indispensables, etc. Et donc on voit comment d'un événement mondial, en fait, par effet domino, on va faire en sorte que les gens vont se mettre à accepter des choses qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Par ailleurs, il y a des personnes qui expliquent qu'en fait, l'Iran, c'est un pays chiite et que c'est une bonne opportunité pour les sunnites de récupérer en fait l'Iran. Et ça, vous en avez plein qui racontent ça sur Internet en disant et alors ils réécrivent l'histoire du schisme. Mais c'est pas difficile parce que en réalité, personne ne connaît l'histoire de quoi que ce soit. Même moi, je me trompe entre les rois de France. Alors, vous imaginez le schisme, c'est très compliqué. Et en fait,
ça recrée des tensions entre personnes. Parce que en réalité, les chiites étaient les plus sensibles à la cause palestinienne. Avec le Hezbollah, la Syrie, palestine. Alors on reproche, on dit à l'Iran, c'était le sponsor du terrorisme. En fait, non, c'était pas un sponsor du terrorisme. Ils ont rien fait quand Gaza a été attaqué et les Iraniens n'avaient aucun contact avec le Hamas. En fait, le Hamas, il avait des contacts avec le Qatar. Et si vous voyez, le Qatar n'est pas vraiment l'ami de l'Iran. Au contraire, dans les pays du Golfe, c'est presque les pires ennemis, en fait. Le pays qui est un bon ami de l'Iran, c'est Oman, en fait. C'est pour ça que c'était à Oman que se passaient les processus de paix. Et avec l'Arabie Saoudite, ça commençait à s'améliorer, en fait. Mais on a, en fait, vraiment cette guerre qui est attisée entre les sunnites et les chiites. Mais tout ça, en fait, ça ne profite, toujours pareil, qu'un petit État de la région. Parce qu'en fait, c'est vraiment divisé pour mieux régner, en fait. Parce que vous prenez l'Irak. Après la guerre la guerre du Golfe, ça s'appelait comme ça, l'Irak a été séparé en 3 pays, en 3 parties. Une partie contrôlée par les Américains avec le pétrole et le gaz. Une partie contrôlée par les chiites, qui est la partie centrale, où il y a un peu un gouvernement, mais ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de moyens, ils sont dépendants du bon vouloir des Américains de leur donner une partie de l'argent que les Américains prennent dans le pétrole, une fois c'est remboursé de leurs frais. Et l'autre partie, c'est les Kurdes irakiens. Vous avez les mêmes Kurdes en Syrie, les fameux qui ont été utilisés aussi pour renverser Bachar al-Assad. Et en ce moment, ces Kurdes sont en train d'être armés par la CIA pour traverser depuis l'Irak et la Syrie vers l'Iran et pour débuter cette guerre civile en Iran. Donc ça a lieu au moment où je vous parle. Mais c'est le fruit d'une stratégie d'il y a très longtemps, en fait. C'est qui date même de l'époque des Anglais, etc. C'est comment créer des conflits latents qu'en fait, il suffira de réalimenter au moment venu. Et donc, en fait, quand les Américains disent qu'ils n'ont pas besoin de mettre de bottes au sol, c'est vrai, ils ont les Kurdes. Et si vous regardez maintenant, vous faites une petite recherche sur Internet, qui est le plus grand fan des Kurdes en France ? BHL. C'est BHL. Hein. Mais non, mais c'est comme ça. C'est toujours pour la même raison, en fait. Pas la même analyse. Parce qu'en fait, si vous vous demandez comme un stratège quelle est la plus grande faiblesse de tous ces pays-là, c'est toujours quand vous avez un groupement armé, organisé, etc., qui est prêt en fait à en venir aux armes. Et les Kurdes, c'est quelque chose de grand et quelque chose qui inquiète les Turcs. Et donc les Turcs sont préoccupés par ça. Et comme ils sont préoccupés, ils disent, nous, si ça tourne mal, on va envahir cette région. La partie Syrie, Irak, nord de l'Iran. Et là, il se passe un truc. Encore une fois, toutes les circonstances sont incroyables. Il y a un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan, très lié à Israël, qui est le seul pays où Israël a des bases militaires hors d'Israël, c'est l'Azerbaïdjan, qui dit « Ah, j'ai été attaqué par un drone iranien ». Non mais vous regardez, hein. Le Chypre l'a dit, comment un drone iranien a pu aller à Chypre? Alors il semblerait qu'il y avait un bateau iranien qui soit allé à proximité et le mec a envoyé... Bon, enfin bref, ils l'ont dit. Même chose avec l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que les Iraniens pouvaient avoir envie d'envoyer un drone sur l'Azerbaïdjan. Donc, le président d'Azerbaïdjan est à la télé et dit si les Iraniens ne s'excusent pas, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Et donc, en fait, ils veulent prendre de vitesse les Turcs, avec lesquels ils sont censés être les meilleurs amis du monde. Mais en fait, il n'y a pas d'amis, parce qu'ils sont devenus très riches entre-temps grâce au pétrole, que n'ont pas les Turcs, puisque l'Azerbaïdjan, c'est eux qui ont le pétrole. D'ailleurs, le pétrole qui, à 80%, est le pétrole d'Israël, mais qui passe par la Turquie. Et donc, en fait, l'Azerbaïdjan, qui a récupéré déjà une partie de l'Arménie, va utiliser ce fameux drone et l'absence d'excuses de la part des Iraniens
pour prendre de vitesse les Turcs. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas l'intention de se battre l'un contre l'autre, c'est celui qui va prendre le truc en premier. C'est toujours comme ça que ça se passe. Puis qu'une fois que vous avez pris le contrôle de quelque chose, bah le suivant, s'il veut le prendre à votre place, il va falloir qu'il vous déclare la guerre. Il va pas le faire parce que la Turquie est plus puissante que l'Azerbaïdjan, mais elle a peut-être pas envie de... Et donc on voit qu'il y a cette espèce de truc dans lequel tout le monde cherche une opportunité, mais c'est l'humanité qui va payer en fait. Parce que qu'est-ce qu'ils se disent, les Russes et les Chinois? Ils se disent, petit 1, les Américains sont hyper vicieux. Ils font semblant de vouloir faire la paix, mais en fait, ils ne font que préparer la guerre. Les Européens sont pareils. Vous savez, on a eu les vidéos où on avait Merkel qui reconnaissait qu'en fait, ils avaient fait semblant de signer les accords de Minsk, mais c'était pour préparer la guerre, et on a vu la même vidéo où Hollande disait la même chose. Et ils n'ont jamais dit que c'était pas vrai. De toute façon, tout le monde se doute bien que c'était une évidence. Là, maintenant, on sait que les Américains faisaient ça, et donc les Russes se disent, mais ils ne changeront jamais. On ne peut pas traiter avec eux. Sauf que la base même de l'ordre international, c'est de pouvoir discuter, c'est la diplomatie. Mais si ceux avec qui vous discutez, ils n'ont jamais envie de faire la paix, ils veulent sans cesse voir que vous êtes assez cons pour croire qu'ils veulent faire la paix, et pas à pas, ils vont vous avoir. Et bien, à un moment, vous vous dites, non mais j'arrête de discuter, et puis je vais envoyer une grosse bombe pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de m'embêter. Sauf que pour l'instant, les Russes ne sont pas prêts à le faire, sauf que subitement, avec cet épisode de l'Iran, ils comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont perdu le Venezuela. Ils ont perdu la Syrie. Ils ont perdu l'Arménie. La Géorgie est sous pression incroyable. Ils ont perdu l'Iran, qui était vraiment l'allié essentiel. Et en plus, l'Iran, c'était essentiel pour la Chine par rapport au pétrole. Donc la Chine a perdu le pétrole du Venezuela, le pétrole de l'Iran. Donc maintenant, la Chine est complètement dépendante du bon vouloir américain pour le pétrole. Parce que les seuls pays, parce que les Russes ne peuvent pas produire du pétrole subitement autant que ce qu'il y avait au Venezuela, et puisque le 80% du pétrole vénézuélien, c'était la Chine qui l'achetait, le reste c'était Cuba. Donc Cuba a plus de pétrole, donc Cuba va tomber. Hein. Les Russes voulaient envoyer un bateau vers un pétrolier vers Cuba, et finalement ça s'est pas fait. Je ne sais pas quelles ont été les menaces, et donc Cuba est vraiment en train de s'écrouler en fait. À Cuba on n'entend pas parler, mais ils sont sous un embargo total, puisqu'il n'y avait que le Venezuela qui continuait à donner du pétrole aux Cubains. Donc Cuba va tomber. Donc tous les alliés de la Russie sont tombés. Donc je vous parlais tout à l'heure du Kazakhstan. Si vous prenez l'histoire, le Kazakhstan, là, quelques semaines avant l'opération spéciale russe, il y a eu une tentative de coup d'État au Kazakhstan. Et qui a échoué, mais à rien de près. C'est-à-dire, et donc c'est un peu comme le coup d'État qui avait eu lieu en Turquie, où Erdogan avait compris le message. Bon ben, ouf, je me suis sauvé, mais la prochaine fois, ils ne me rateront pas, donc je vais me réaligner un peu plus sur Washington, ce qu'a fait Erdogan, et c'est exactement ce que fait le président du Kazakhstan, à tel point que Poutine est allé 3-4 fois là-bas pour lui expliquer qu'en fait, le Kazakhstan, pour la Russie, c'était comme l'Ukraine. Donc si jamais il essayait de s'éloigner, la Russie irait. Sauf qu'à côté du Kazakhstan, il y a, enfin de l'autre côté par rapport à la Caspienne, il y a l'Azerbaïdjan dont je vous parle, qui commence à être hyper gourmand, qui est un pays très fort, qui est extrêmement bien armé, bizarrement aussi beaucoup par Israël, donc l'essentiel des armes mais aussi par la Chine. Parce que c'est ça qui est compliqué en fait. Tu sais, c'est jeu d'alliance. Vous avez le Pakistan qui est armé par la Chine, et dans sa guerre contre l'Inde qui est armé par la France, mais tout est hyper compliqué en fait. C'est une toile d'araignée, c'est très bien organisé, mais la toile d'araignée du monde dans lequel on vit, c'est un bordel totalement fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le seul qui comprend ce qui se passe dans le schéma, c'est vraiment aujourd'hui, et c'est Macron.
Alors je sais que ça a l'air extrêmement bizarre, hein, mais je vais juste prendre un exemple. Et après, je pourrais tout expliquer, chaque chose. Donald Trump est élu. Et il dit, je vais arrêter cette guerre à Gaza et je vais arrêter la guerre en Ukraine. Et il l'avait promis. À Gaza, miracle, il est élu et juste avant qu'il prenne sa fonction, mais il est déjà élu, 2 jours avant, paix à Gaza. Vous vous rappelez? Et là, franchement, moi, je me dis, ouf, il est vraiment génial. Par sa seule autorité, par sa folie, entre guillemets, tout le monde a compris qu'il fallait faire la paix. Et donc, en janvier, il y a la paix. Et il commence à essayer de réunir, d'appeler Zelensky et de travailler en direct avec la Russie. Et là, Macron réussit à s'imposer. Et à dire, non, nous les pays européens, on est concernés au premier chef, parce que c'est nous qui faisons face à la Russie. Toi, t'as rien compris à la géopolitique, fais-moi confiance. Et Zelensky doit être partie prenante. Et Trump, qui avait un peu commencé à échanger, puisqu'il y avait eu quelques coups de fil avec Poutine, ce qu'il avait retenu de Poutine, c'est, petit 1, Zelensky, en fait, n'est plus un chef d'État au sens de la constitution ukrainienne, parce qu'en fait, la Constitution ne permet pas de ne pas faire d'élection. Donc, depuis en fait la fin de son mandat, le poste est vacant, entre guillemets, mais il n'y a rien de constitutionnel qui permet à Zelensky d'être considéré comme le chef de l'État ukrainien. Donc, les Russes disent, nous, toutes les décisions qu'ils pourraient prendre, on ne considère pas qu'elles sont valables. C'est pas un interlocuteur. C'est très factuel. Et les Russes connaissent bien la constitution ukrainienne puisqu'ils ont, entre guillemets, participé à son établissement. Et elle n'a pas été changée. La constitution russe a été changée il y a peu de temps pour permettre à Poutine de faire d'autres mandats. Mais la constitution ukrainienne, elle n'a pas pu changer. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de parti en plus, il y a plus d'opposition. Enfin, il n'y a plus aucune règle, entre guillemets, d'un état de droit qui existe. Donc c'est censé être un mur pour protéger l'Europe de la dictature, mais c'est un pays de non-droit total. Et donc, Trump explique ça et dit non, c'est compliqué, moi je ne vais pas donner de l'importance à ce personnage de cinéma, etc. Mais finalement, les Européens le convainquent, Macron. Zelensky va à Washington, il est reçu par Trump. Et vous vous rappelez, il y a le truc, et Zelensky part en claquant la porte. Et dès qu'il sort, qui il appelle? Emmanuel Macron. Tout ça, on le sait, hein, ça a été dit, répété, etc. Et Macron lui dit, c'est génial, va faire le tour des télés et t'explique que t'es triste, que Trump ne comprend pas, que l'Ukraine aime les États-Unis, qu'il est sûr que les États-Unis aiment l'Ukraine, mais que Trump n'a pas compris l'enjeu, mais qu'il lui en veut pas, qu'il comprend les émotions avec ce qui se passe dans le monde, etc., mais qu'il faut qu'il reconsidère, que lui considère que c'est pas très grave ce qui s'est passé. Et Trump se retrouve coincé par, vous vous rappelez quand même, enfin vous avez vécu ça, par Zelensky qui fait ça. Et quand il repart, il est reçu par le roi d'Angleterre. Il y a toutes les forces du goodwill, ou je sais pas comment, du bon vouloir, qui sont réunies autour de lui en disant si les Américains t'abandonnent, nous les Européens, on va trouver des milliards, etc. Il fait revenir Zelensky dans le jeu. Trump est troublé, Trump va perdre beaucoup de temps, etc. Mais ce qui est fou, c'est que Trump a tellement d'ego, il se sent tellement supérieur, qu'il ne comprend pas qu'en fait, il ne maîtrise pas la partie d'échecs contre les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, il joue comme un bon joueur d'échecs, qu'il est un bon négociateur, mais il est face à une intelligence artificielle. C'est-à-dire un joueur d'échecs qui fait les coups parfaits. Et je sais que ça paraît troublant parce qu'on a envie de penser que Macron est nul, etc. Et que tout le monde l'explique depuis des années et qu'il va sauter et qu'il va machin. Sauf qu'il ne fait jamais d'erreur. Quand les gens commencent à se méfier de lui, parce que
quand il y a la mort du pape François, Trump dit « je vais voir Zelensky et je vais régler ça ». Le lendemain, on voit des photos où Zelensky est avec Macron dans les jardins du Vatican avant la réunion avec Trump. C'est-à-dire que Macron coach Zelensky avant qu'il voit Trump. C'est Macron qui dit à Zelensky comment manipuler Trump. Et Zelensky, c'est un acteur. Donc s'il y a une chose que Zelensky sait bien faire, c'est jouer son personnage. Donc si quelqu'un lui dit le personnage que tu dois jouer avec Trump et la manière avec laquelle tu dois jouer avec Trump, c'est ça. Et Zelensky le fait parfaitement. Donc Trump, comme il est toujours boursouflé de son ego, il dit c'est bon, j'ai réglé ça. C'était il y a plus d'1 an. Et il s'est rien passé. Parce qu'à chaque fois, en fait, face à lui, il est roulé dans la farine en étant persuadé d'être celui qui roule dans la farine. Parce qu'évidemment, Macron a des pellicules sur les cheveux, Macron veut lui serrer... En fait, tout ça, c'est du cinéma pour donner l'impression qu'il est nul, mais tout en étant celui qui tire les ficelles et qui manipule. Regardez les photos des chefs d'État européens. C'est toujours très significatif. On voit bien que le personnage qui a l'autorité en Europe, c'est Macron par rapport à Starmer et Merz. On ne sait même pas d'où ils sortent, Starmer et Merz. Franchement, Starmer, c'est le 8e Premier ministre anglais depuis Boris Johnson. Et Merz, on se demande comment l'Allemagne est arrivée... non, mais aussi bas, quoi. C'est surréaliste. Eh bien, si vous aviez un doute, vous écoutez une interview il y a 3 jours de Ursula von der Leyen par Darius Rochebin, et elle dit texto que Macron, c'est le meilleur de tous pour prendre la tête du monde qui est vraiment en train d'être en pleine cacophonie. Qui avait déjà dit ça? Klaus Schwab, il y a 2 ans. Pour le Great Reset, Macron sera le meilleur. Qui vient de dire ça à Davos? Larry Fink. Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, qui reçoit Emmanuel Macron, et qui dit à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il a compris, comment il réussit sur la scène internationale à résister à Donald Trump, à résister aux Russes, à faire travailler ensemble les Indiens avec les Européens, parce que je vous rappelle que les Indiens dépensent des milliards de façon totalement secrète sur une intelligence artificielle en France. Tout ça s'est passé inaperçu. Mais il y a 1 an, Macron a lancé je sais pas comment il a appelé ça. Oui. Le truc de l'intelligence artificielle, je sais plus comment il a appelé ça. Et il y avait les Émirats Arabes Unis, l'Inde, tout ça, eux étaient invités au Grand Palais et ils ont annoncé des milliards d'investissements contrôlés uniquement par la France comme une boîte noire. Personne ne sait ce qui s'y passe. Mais quand on connaît la puissance de l'intelligence artificielle, l'intérêt d'être avec des capitaux émiratis, les Français sont très forts en intelligence artificielle puisqu'on a été les leaders dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que dans tous les studios de jeux vidéo, de studios d'intelligence artificielle, dans le cinéma, etc., c'était toujours des Français qui étaient les chefs de projet. Et donc tous ces gens-là ont été rameutés des États-Unis, ça coûte pas très cher, et il y a une boîte noire d'un travail qui est en train d'être fait. Et moi, je crains le pire, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde les intelligences artificielles un peu publiques, mais il y a vraisemblablement quelque chose qui se passe et qui est et pour lequel on n'a pas d'informations. Mais on sait tous que Macron il s'intéresse au nucléaire. Il vient d'annoncer la prolifération nucléaire. Il est le seul président du monde à dire, puisqu'il y a un risque nucléaire, la France ne communiquera plus sur son nucléaire et on va fabriquer autant d'armes que possible. Il l'a dit. Les Américains, Trump n'a pas appelé Macron en disant « t'es malade, tu vois pas les Chinois ». En fait, il est incontrôlable. Pourquoi? Parce qu'en fait, la France est le seul pays nucléaire au monde dans lequel un homme seul peut décider tout seul.
Il n'y a pas d'autre pays comme ça. C'est-à-dire, Trump veut lancer l'arme nucléaire, il peut pas. Poutine veut lancer l'arme nucléaire, il peut pas. Xi Jinping veut lancer l'arme nucléaire, il peut pas. Dans aucun pays. Macron, depuis la nouvelle loi de programmation militaire de l'été 2023, s'est attribué non seulement cette possibilité, mais en fait, il a dans la loi de programmation l'équivalent de l'article 16 de la Constitution. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'article, mais ça lui permettait de saisir les biens, de saisir les personnes, de saisir dans des conditions très floues d'exercice. Et là, maintenant, il vient d'expliquer qu'en fait, il allait fabriquer d'autres armes nucléaires. Il faut savoir que les missiles MIVRE, des sous-marins nucléaires français, sont parmi les meilleurs missiles nucléaires au monde. Il y a très peu d'équivalents. On est fort en France sur les missiles. Il y a Thales, etc. qui fait. Donc c'est des missiles balistiques. Il y a 2 moments dans lesquels ils peuvent être arrêtés, et uniquement 2, même par les moyens les plus modernes des Russes, c'est quand ils sortent des sous-marins. Et donc en fait, quand le sous-marin sort et qu'il veut tirer une salle nucléaire, la doctrine c'est qu'il tire les 16. Donc il n'en tire pas un, puis, il tire les 16 directement, parce qu'il sait très bien que dès qu'il en a tiré un, dans les 3 minutes qui suivent, le sous-marin est coulé. Donc il tire tout pour être sûr d'avoir tout tiré. Donc ça, c'est la doctrine des sous-mariniers. Et je sais, d'un capitaine de vaisseau, c'est la règle. Et la deuxième chose, c'est que quand donc après, il monte tout de suite, il sort de l'atmosphère. Donc c'est très rapide. Donc le sous-marin est 15 mètres sous l'eau quand il tire. Il faut savoir, donc il y a très peu de pays qui ont cette technologie que la France a. C'est-à-dire, c'est ouvert, il y a une bulle d'azote. Alors je vous donne un peu de technique. Le missile sort dans la bulle d'azote pour éviter qu'il y ait une explosion entre l'eau qui rentre, etc., etc. Il sort, donc il ne faut pas qu'il soit à 5 mètres, il ne faut pas qu'il soit à 25 mètres, il faut qu'il soit à 15 mètres. Donc Et quand le missile sort, en fait, après, il monte comme une fusée. Donc il y a 10 ou 15 secondes pendant lesquelles il ne va pas très vite, il peut être interrompu. Après, il sort de l'atmosphère, il va tellement vite que rien ne peut l'arrêter, mais rien. Et ensuite, il peut être arrêté au moment où il re-rentre dans l'atmosphère. Mais il y a très peu de moyens de savoir où il va re-rentrer dans l'atmosphère, avec quel angle d'attaque il va être. Et une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, il est en piqué. Donc vous savez, l'atmosphère, c'est très peu, c'est quelques kilomètres. Donc il n'y a aucun missile qui peut arrêter ce type d'arme qui rentre dans l'atmosphère. Or, le missile français, dès qu'il rentre dans l'atmosphère, il se sépare en 6 missiles nucléaires qui sont chacun bien plus puissants qu'Hiroshima et Nagasaki et qui partent dans des directions au hasard. Donc ça, c'est la technologie des missiles français. Donc souvent, en France, on croit qu'on est nul, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est nul. Enfin, je ne vais pas citer tous les experts qui disent la France, c'est rien du tout. Non, en fait, on peut détruire entièrement un pays comme la Russie. Et Poutine, plein de fois, a dit qu'il craignait beaucoup plus le nucléaire d'autres pays que celui des Américains. Parce qu'en fait, les Américains, eux, comprennent très bien ce que serait une guerre nucléaire. Mais nous, en France, on a un président qui a la main totale là-dessus, qui n'a pas d'enfant, et qui vit avec une femme qui pourrait être sa mère, puisqu'en fait, elle est plus âgée que ses amis de classe. Donc, si vous demandez à des psychiatres ou autres de vous expliquer ce que ça veut dire, quand vous avez rencontré aussi jeune quelqu'un avec qui vous êtes censé avoir fait toute votre vie, c'est vraiment des questions préoccupantes. Moi, je me rappelle avoir parlé de ça avec des Américains ou d'autres personnes, et ils ne voulaient même pas entendre parler de la politique de Macron. Ils disaient, mais quelqu'un qui a une telle déviance dans sa vie, et c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Mais on oublie tout ça. Parce qu'en fait, comme il y a l'affaire Brigitte Macron, en fait, on ne peut pas parler de tout ça pour éviter un amalgame, comme par exemple le sujet du 7 octobre, de machin, etc., puisqu'on est amalgame, attention. Non, tout est fait pour être piégé, un terrain miné. On ne peut plus parler de choses évidentes. On ne peut pas dire il y a un vrai problème. Quelqu'un qui a le bouton nucléaire, ça devrait être quelqu'un qui a des enfants, qui mesure les conséquences pour sa descendance, ou qui aime les enfants, ou qui aime la vie. Là, on a quelqu'un
qui met l'IVG dans la Constitution. Enfin, il aurait pu mettre le bonheur dans la Constitution. On a plus besoin de bonheur que d'IVG dans une Constitution. Pourquoi le bonheur est pas constitutionnel? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est en quoi, en fait, c'est devenu prioritaire de mettre la mort dans la Constitution. La mort avant la naissance et la mort avant la mort. Il n'y a que Dieu qui choisit ces choses-là. Enfin, le miracle de la vie, c'est deux personnes. Mais aujourd'hui, non, parent 1, parent 2, tu peux choisir ton sexe, tu peux... Non mais vous vous rendez compte? On est au cœur de ça. Et la France, c'est l'industriel de ça. Et donc, on remarque qu'il y a des gens, Jack Lang, Mitterrand, etc., qui ont été les parents de ça. Et où est allé se recueillir, dès qu'il a été élu, Emmanuel Macron? Sur la tombe de Mitterrand. Et quand vous regardez, en fait, tout ce qu'a fait Mitterrand, SOS Racisme, les lois Pleven, la loi Guesso, enfin, c'est pas Mitterrand, Pleven, mais lui, il a fait en sorte que Pleven soit militarisé. C'est-à-dire, il a donné les moyens aux ONG, entre guillemets, de devenir procureurs. Vous savez, les partis civils. Il n'y a pas d'autre pays où c'est comme ça. Il n'y a aucun autre pays où un lobby peut attaquer les gens qui le dérangent en justice, en fait. C'est vraiment une spécificité de la France. C'est-à-dire que le lobby n'est pas victime, mais il parle pour des victimes potentielles. Mais ça devient n'importe quoi quand ça devient ça, la justice. Et on s'en rend bien compte, puisqu'en fait, il n'y a que ceux qui contrôlent des lobbies puissants qui vont contrôler, en fait, la mécanique de la justice et la terreur qui s'installe sur les gens qui osent parler. Puisqu'en fait, vous demandez à tous les gens qui sont condamnés, ils disent la condamnation, on s'en fout. Le problème, c'est les amendes. Et les amendes, c'est toujours lié à ce que demandent les associations en question. C'est ça qui vous détruit la vie, en fait. C'est que vous êtes ruiné. C'est, à la limite, quelqu'un, il s'en fout d'être condamné, il va pouvoir écrire, il va pouvoir continuer à parler, Mais quand vous êtes vraiment détruit, ruiné, etc., que vous n'avez plus rien, que tout ce que vous allez gagner pour vous, votre famille, vos enfants, enfin, c'est épouvantable. Et ça, c'est un système qui a été créé en France, en fait. C'est-à-dire que c'est pire que... Enfin, non, il n'y a rien de pire que la mort, mais c'est une mort totale. Donc, je reviens en arrière. Donc, tout ça pour dire que ce qui se passe en Iran, je voulais quand même parler de ça, c'est considérable parce que les Russes, maintenant, n'ont plus aucune confiance dans les Américains. En plus, les Américains, les négociateurs, c'est le gendre de Donald Trump, Kushner, qui a fait que la femme de Donald Trump s'est convertie. Ça me permet de dire quelque chose quand même. Dans les dossiers Epstein, on essaie... La fille, pardon. Mais la femme de Kushner. Sa femme, Kushner. Mais dans les dossiers d'Epstein, on essaye de trouver des traces de corruption, etc. Et ça, manifestement, ça ne fait pas partie des pièces qui ont été publiées. Il y a des éléments, il y a des indications, mais c'est certainement dans les 5 millions d'autres pièces, mais en réalité, on s'en fout. Donald Trump affirme depuis des années qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Myriam Adelson qui lui donne des centaines de millions à chaque élection pour obtenir des choses comme l'ambassade des États-Unis en Israël, le Golan, le machin, etc. C'est-à-dire qu'elle paye une fraction de ce que ça vaut et ça n'a rien à voir avec l'intérêt pour les États-Unis. Donc, en fait, comme il nous le dit, tout le monde trouve que ça doit être acceptable, en fait, ce qu'il nous dit. Mais c'est ça qui est choquant. Mais pourquoi, en fait, ça choque personne? Parce qu'en fait, Myriam Adelson, elle est tellement puissante que, en fait, c'est pas Trump que les gens craignent, c'est elle. Parce qu'elle est présentée comme une femme qui a 60 milliards sur son compte en banque, en cash. Non, mais c'est vrai.
C'est l'héritière d'une des plus grandes fortunes des casinos et l'immobilier aux États-Unis. Et ça doit être une goutte d'eau dans ce cas-là. Donc en fait, elle peut absolument tout acheter. C'est-à-dire que quand vous avez Elon Musk et vous dites il est l'homme le plus riche du monde, il est riche, mais il n'a pas le cash. Il a besoin, s'il veut acheter X, il n'a pas les milliards. Il faut qu'il trouve des gens qui lui prêtent, les banques, qui cautionnent avec ses actions. Ça ne veut pas dire qu'il est pauvre, mais il n'a pas l'argent. L'argent est en capital dans ses entreprises. Et s'il vend des parts de ses entreprises, il perd potentiellement le pouvoir, donc c'est compliqué. Elle a le cash. Et il y a un président des États-Unis qui reconnaît qu'en fait, elle l'achète. Mais rien que parce qu'il dit ça, il devrait être démis de ses fonctions. Il dit, elle m'a donné 250 millions, et il le dit devant la Knesset. Vous avez vu quand même les images, vous n'avez pas vu? Il y en a qui ont vu ou pas? Il le dit devant la Knesset. Parce qu'en fait, j'avais recommencé en vous parlant de moments où il est élu. Donc il est élu. Il fait la paix, il ne réussit pas avec Zelensky. Puis qu'est-ce qui se passe en mars? Israël décide que la paix c'est fini et il rebombarde Gaza. Mais ils ne font pas que rebombarder un peu Gaza. En fait, on découvre que depuis janvier, ils suivent tous les gens du Hezbollah qui s'étaient un peu assoupis, entre guillemets, dans leurs mesures de protection. Et la même nuit, le jour où Israël décide de refrapper, il tue tous les chefs qui restaient du Hamas, politiques, militaires, etc. Dans la même nuit, il y a, je crois, 2000 et quelques morts, ce qui est beaucoup, 2000 morts, comptabilisés, parce qu'il y en a plein dont on ne saura jamais qui sont morts, dont tous les chefs, alors qu'ils étaient censés être en paix. Donc en fait, les mecs, quand ils venaient apporter les otages, ils mettaient des puces sur les voitures, donc ils pistaient la voiture, puis l'autre voiture, avec des satellites, des drones. Ils avaient tout identifié, ils ont attendu un vendredi. En mars, qu'est-ce qui se passait l'année dernière? Le Ramadan. Donc qu'est-ce qui se passe pendant le Ramadan? Le soir, les gens se réunissent pour rompre le Ramadan, et paf, ils se réunissent pour rompre le Ramadan, les bombes tombent. Juste au moment où les gens sont affamés, déjà ils boivent pas beaucoup, ils mangent pas beaucoup, mais en plus ils faisaient le Ramadan. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il faut bien en avoir conscience. L'Iran a été attaqué pour le Ramadan aussi, pendant le Ramadan, pendant ce qu'on appelle le mois saint du Ramadan. C'est ce que disent les musulmans. Donc c'est pas une période comme les autres. Vous imaginez, c'est comme, je sais pas moi, pendant Noël, quoi, ou pendant les Jeux Olympiques. On dit toujours, non, il y a une trêve, on se bat pas pendant cette période. Et donc, Trump laisse faire. Et là, je comprends qu'en fait, il ne contrôle absolument rien. Lui qui était le président qui voulait faire la paix, qui voulait influencer la paix, en fait, le génocide reprend comme jamais. Et donc, si vous vous rappelez, à ce moment-là, à Gaza, il y a encore, 30 ou 40% qui tient debout. Et de mars à septembre, il n'y aura plus aucune accalmie, plus rien du tout. Ça va être les bombardements. Et regardez les images, c'est Dresde 100 fois. Et je vous rappelle quand même que Dresde avait été détruite par les Américains, carpet bombing, alors que la guerre était terminée. Et en fait, les Américains ont tué plus d'alliés que les Allemands. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pays qui a tué le plus de Français et d'alliés, c'est les Américains. Et vous demandez aux habitants de Caen, demandez aux habitants de... Les Allemands ont tué très peu de Français pendant la guerre, très très peu. Les Américains en ont tué 10 fois plus. Parce que c'est toujours la même recette, en fait. On tue, on fait des dégâts, on détruit l'industrie, on détruit l'appareil industriel pour créer une dépendance vis-à-vis de nous, en fait. Et alors, ça paraît horrible, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et donc, Trump perd le contrôle pour l'Ukraine, il perd complètement le contrôle pour Gaza. Donc, depuis, il a créé un Board of Peace. Alors, dans le Board of Peace, il y a Israël.
Donc c'est quand même un vrai problème. Il n'y a pas les Palestiniens, mais il y a Israël. Donc en fait, ceux qui souffrent, c'est leur pays, c'est leur... Mais pas depuis peu, ils ne sont pas arrivés là après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, personne ne peut dire que les Palestiniens ne sont pas chez eux en Palestine. En tout cas, pas les livres d'histoire, pas les cartes d'histoire, pas l'hérédité, pas... Et pourtant, en fait, ils ne font pas partie d'un board qui décide du destin de ce terrain. Donc déjà, vous savez que c'est pourri dès le début, en fait. Et les gens doivent payer des milliards pour faire partie de ce club privé qui n'a rien à voir avec l'ONU, qui n'a rien à voir. Et là encore, c'est là où vous voyez que Macron est hyper malin. Il est le premier à avoir découragé tous les autres pays qui avaient envie d'y aller. Parce qu'en fait, Trump, c'est pas vraiment un mauvais bougre. C'est juste un type qui a un ego démesuré, qui a un profil psychologique très simple, et donc qui est hyper facile à manipuler. Il est tellement narcissique qu'une fois que vous avez compris comment il fonctionnait, vous le flattez, vous le valorisez, et qu'ont fait les Juifs, et là je parle des Juifs, je ne parle pas des Israéliens, ils ont dit à Donald Trump, en fait tu es un nouveau prophète des Juifs. Après Cyrus le Grand de Perse, tu es le nouveau prophète. Et il lui explique que sa tentative d'attentat, avec la balle qui est sur son oreille, le sang qui coule sur son pied, son machin, etc., il trouve un vieux texte qui dit « il y aura un prophète qui sera comme ça et qui va avoir ce rôle ». Et que font les mêmes personnes? Ils éditent une pièce commémorative au moment de premier anniversaire ou 5e anniversaire de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, avec le profil de Donald Trump et le profil de Cyrus, pour bien dire à Donald Trump. Mais là, ce qui est vachement malin, c'est qu'en fait, la famille de Donald Trump lui dit « t'es un prophète ». Des Israéliens lui disent « t'es un prophète ». Et en lui expliquant. Et les réseaux Internet, les culs, disent « Trump est un prophète ». Et donc, ça lui arrive de tous les côtés. Et comme il n'a pas le prix Nobel de la paix, mais il s'en fout. Il est prophète. Non mais vous ne réalisez... Non mais c'est pas drôle. Il y croit. Il y croit. Il en est persuadé. Et ça a tout changé pour Trump. C'est-à-dire que quand cet attentat a eu lieu, il a cru que c'était un miracle et que c'était Dieu. Et en fait, il a été retourné comme une crêpe en quelques mois pour croire que c'était un prophète. Et c'était intéressant parce qu'au début, moi j'ai vu circuler ça sur Internet, les textes, et je prenais pas ça au sérieux. Il y avait des gens qui racontaient qu'il y avait un texte qui racontait que un jour quelqu'un aurait l'oreille cassée, vous savez, comme dans le Tintin, et que le sang coulerait sur son pied, etc. Et c'était les culs qui racontaient ça, en disant c'est un faux attentat, mais c'est un signe de prophétie, ils ont machin, etc., etc. Et Trump est un prophète. Et donc c'est arrivé de tous les côtés à Trump. Donc il y a cru, puisqu'en fait son gendre lui disait... Donc vous avez un doute là-dessus, je vous assure que c'est ce qui a tout changé dans la vie de Trump. C'est que Trump aujourd'hui, en fait, il marche sur l'eau. Mais parce que les gens lui font croire ça. Et il va s'écrouler parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Il est comme une baudruche, en fait. Celui qui est dessiné par le magazine Rockefeller, The Economist, comme marchant sur l'eau, c'est Macron. Celui qui est dessiné dans le Time Magazine avec les cornes, avec le M, c'est Macron. Celui qui a fait un portrait officiel de lui comme l'Antéchrist, c'est Macron. Le portrait officiel d'Emmanuel Macron, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à voir. Ça dure 1h30. Je pense qu'après, si vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé ce soir, là, vous aurez vraiment bien compris. Parce qu'en fait, c'est une analyse toute simple de l'image de son portrait officiel. Donc vous avez l'image devant les yeux et je vous donne juste un détail. La photo
le portrait officiel d'Emmanuel Macron, sur le portrait, il y a 2 iPhones. Donc juste parce que vous avez 2 iPhones, ça devrait vous donner envie de creuser. Aucun président au monde, d'un pays qui n'est pas les États-Unis, met 2 iPhones sur sa photo officielle, qui est obligatoire dans tous les monuments publics, dans les écoles, les universités, les mairies, les commissariats, les machins. Il est le premier président à avoir rendu cette photo obligatoire. Comme Kim Jong-il ou Kim Jong-un. Non mais, parce qu'en fait, comme sur cette photo, il nous dit il nous dit « je suis l'antéchrist », et qu'on la voit tout le temps et qu'on accepte de l'avoir comme président et qu'on le réélit, alors qu'il a été élu la première fois avec 66% des voix, je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais juste vous donner un autre détail pour Macron qui va vous halluciner. Moi, c'est quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Emmanuel Macron, personne ne sait où il est jusqu'à 12 ans. En fait, il est chez une grand-mère, il n'est pas élevé par ses parents. Il est élevé dans les Pyrénées, les gens le voient, il est bizarre, on dirait quelqu'un du temple solaire. En fait, c'est comme ça que les gens décrivent un garçon un peu déboussolé, qui est très très bizarre. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de relations, on ne sait pas. Vraiment, il est élevé un peu comme un enfant sauvage, en fait. Et il réapparaît à 12 ans dans sa famille, il leur dit « je vais être baptisé ». Alors sa famille, quand même, sa mère, c'est quelqu'un qui a été la première personne à être impliquée dans les transitions de genre. C'est comme ça. Et son père officiel, c'est un neurochirurgien spécialisé dans tout ce qui est MKUltra. Et sa femme, Brigitte Macron, est née le jour du lancement du programme MKUltra aux États-Unis. Que des coïncidences. Hein. Mais que des coïncidences. Et non mais c'est dingue. Hein. Et il revient et il dit « je veux être baptisé ». Donc à 12 ans, il est baptisé. Donc là maintenant, vous allez faire des calculs, c'est simple. Il est né le 21 décembre 1977. À 12 ans, il est baptisé. D'accord ? Emmanuel Macron est élu avec 66,6% en 2017. 2017. Donc, il est réélu en 2022. Et si vous vous rappelez les circonstances, tout le monde dit qu'il n'a aucune chance d'être élu. Personne ne croit qu'il va être élu, il est détesté par tout le monde. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les machins, il est détesté par tout le monde. Et il est réélu. Mais quand il a été élu la première fois, il avait un parti qui s'appelait En Marche. Quand il est élu la deuxième fois, il a un parti qui s'appelle Renaissance. Alors maintenant, vous faites le calcul, vous êtes en 2022. Quel âge a Macron en 2022 ? 45 ans. 45 ans. Quel âge a-t-il dans la religion du Christ ? 33. Macron est réélu, alors qu'il n'avait aucune chance, à 33 ans, avec un parti qui s'appelle Renaissance. Qu'est-ce qui s'est passé à 33 ans pour quelqu'un de connu ? Parce qu'il ne s'est pas fait appeler Résurrection, mais il aurait pu choisir Résurrection. Ah non, 33 ans. Qui a... Jésus. Bah oui. Et donc, il était mort comme Lazare en marche. Tu sais, lève-toi et marche, puisque c'était ça. Donc c'était... Et en fait, il nous raconte comme un rébut, avec le nom de ses partis, avec les dates, et c'est pour ça que ça le dépasse. Parce que pour que ça colle, il a fallu passer du septennat au quinquennat, etc. Personne n'est capable de penser ça, à part si c'est eschatologique, si c'est quelque chose qui doit obligatoirement arriver comme ça. Alors je sais que c'est vertigineux, mais il vient d'appeler son parti pour la prochaine élection Nouvelle République. Parce qu'il change de nouveau de nom. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle République ? C'est simple. Macron, dans la Constitution actuelle, donc quelque part dans la République actuelle, ne peut pas se représenter. Mais dans la Nouvelle République, il peut tout faire, puisque c'est lui qui l'a choisi. Il a mis Ferrand au Conseil constitutionnel. À la Cour des comptes, il a mis Montchalin, qui est celle qui a fait le budget, qu'elle est censée vérifier. Ça, c'est...
elle est censée auditer son budget. Dans le genre conflit d'intérêts, dans aucune boîte du monde, c'est possible. Il change la Banque de France, il demande une nouvelle personne. Il ne met que des gens copains à sa botte. Depuis qu'il est là, Ferrand fait travailler les équipes pour voir comment changer la Constitution pour que Macron se représente. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'en fait, dans l'ancienne Constitution, le président, en fait, il pouvait rester président 14 ans de septennat. Dans la nouvelle Constitution, si on prend le nombre, il peut se présenter que 10 ans. Pourtant, la Constitution l'autorise à 14 ans. Donc, en fait, on peut demander un plébiscite aux Français en disant, si vous les élisez, vous savez qu'en fait, constitutionnellement, il faudrait qu'il s'arrête après 4 ans, mais si vous choisissez de l'élire, il pourrait rester 5 ans. Donc, vous cassez la règle de la Constitution avec la Nouvelle République, tout en étant constitutionnellement dans les textes. En fait, il n'y a même pas besoin de changer, puisque il a le droit à 14 ans, et il n'en aura que 10. Et donc, ils sont sur un billard. Donc, tous les gens qui pensent qu'il va partir, et ils mettent Bardella, ils font croire que... Mais tout le monde sait très bien que ça n'a pas été Édouard Philippe, le prochain président, ni Retailleau, ni machin. On voit bien que c'est une blague pour montrer aux Français qu'il n'y a personne. Et donc, il n'y a que Macron. Puisqu'il a détruit tout le reste. Ben oui. Mais allez vous balader dans la rue. Allez poser la question aux gens dans les bars. Vous êtes un peu éveillés différemment. Moi, j'ai beaucoup marché pendant mes pèlerinages. Invariablement, les gens l'aiment pas. Mais ils trouvent qu'il est courageux vis-à-vis de Trump. Ils trouvent qu'il est fort vis-à-vis de la Russie. Ils trouvent qu'il fait pas mal de choses et que finalement, c'est assez difficile. Et puis, il a donné beaucoup d'argent. Et les gens, ils pensent que c'est l'argent de ses poches pendant le Covid, pendant le machin, et qu'il a une forme de leadership en Europe. En fait, goutte à goutte, ce que nous, on sait être une destruction, ce que nous, on sait être une manipulation, les gens qui regardent les télés, quand vous regardez Pascal Praud, par exemple, le matin, vous pensez qu'il est plutôt patriote, il a l'air d'aimer Sarah Knafo, il a l'air d'aimer un peu Bardella, machin. Mais en réalité, si vous changez juste un peu votre décodeur, vous allez vous rendre compte que chaque matin, dans chaque émission, la seule personne qui flatte, c'est Macron. Non, la seule... Mais il déjeune chaque mercredi avec Brigitte Macron. Mais oui, mais en fait, il le déteste. Vous savez, les guignols de l'info, ils ont fait élire Chirac en passant leur vie à le critiquer. Parce que c'était une fausse critique, en fait. C'est des critiques très positives. C'est ça ce que j'essaie de vous dire. Réécoutez en vous disant, je vais vraiment écouter ce qu'il dit, pas ce que j'ai envie d'entendre. Parce qu'en général, on écoute ce qu'on a envie d'entendre. Mais le soir, moi je l'écoute le soir et il dit pas que... Il dit pas comme le matin. Oui. Le soir, c'est épouvantable. Oui, mais le soir, il a personne qui l'écoute. C'est le matin qu'il a à 3 millions. Ah, mais j'écoute pas. Et il se répète parce que Chirac, Mitterrand, il a fait 14 ans, c'est ça, ouais. Chirac, tac, Macron. Exactement. Et donc, on voit bien vers où on va. Mais, alors juste pour revenir au complot. Petit 1, je vais les prendre vraiment 5 minutes par 5 minutes pour aller plus vite. Les tours jumelles. Donc, le 11 septembre, on est censé croire que des gens ont appris sur un logiciel Microsoft, comment s'appelle ce logiciel-là de simulation, Flight Simulator, à piloter des Boeing. Voilà. Alors, non seulement ils sont censés avoir appris à piloter des Boeing, mais en plus, ils sont censés avoir trouvé le moyen d'aller à peu près 700 km/h au ras du sol. En principe, l'avion part en lambeaux. Il faut savoir que les avions décollent à 200 km/h et qu'en fait, ils sont à forte vitesse, 700 ou 800 km, quasiment à 10 000 mètres d'altitude, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et ils volent sans résistance. Mais au sol, à 700 km,
l'avion, c'est pas aérodynamique. Donc, les ailes, tout se fracasse. Donc, tous les pilotes qui ont été interrogés disent c'est une manœuvre impossible. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, à la vitesse où ils sont censés aller en piqué, machin, etc., l'avion se désagrège. La deuxième chose, c'est que vous avez déjà vu des avions avec des ailes, quel que soit le film ou machin, c'est des ailes en aluminium, enfin, c'est pas fait pour heurter quelque chose. Donc, quand ça arrive dans une tour de métal et de verre, et il faut voir à quel point les piliers de métal extérieurs et intérieurs, parce que c'était la seule tour avec un noyau central et extérieur, c'était tellement cher qu'en fait, il n'y a plus jamais eu de tours aussi solides que ça qui ont été construites. C'était ce qui était le plus solide. C'était quasiment indémantelable. Ils ne savaient même pas comment la démonter, tellement c'était solide. Noyau autour des ascenseurs et noyau à l'extérieur. Il faut regarder les images quand aujourd'hui, en fait, il y a 2 modèles de tours, noyau central et arête de poisson, ou noyau extérieur et plateau, en fait. C'est comme des murs porteurs, si vous voulez. Mais il n'y a pas les deux. Ça coûte trop cher en métal, ça coûte trop cher en sculpture, et c'est pas nécessaire. Mais pour les tours jumelles, elles étaient indestructibles. Et je dis pas ça comme le Titanic, hein. On pourra parler du Titanic. Et donc, non mais, et donc, déjà, les avions, c'est improbable. Ensuite, il y a 2 avions qui tombent sur Manhattan, et il y a 3 tours qui tombent. World Trade 1, World Trade 2 et World Trade 5 ou 7, je sais plus. 7. Et World Trade 7. Et pile poil dans World Trade 7, il y a tous les documents sans double d'une enquête du Pentagone pour trouver 500 milliards d'argent qui a disparu. Et comme par hasard, ça part en fumée, et avec l'enquête disparaît. Et le seul endroit où il y avait une partie des documents qui était quand même en double parce qu'ils n'avaient pas pris de risque, c'est pile poil l'endroit où il y a un avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, où l'incendie a été si fort que les moteurs ont fondu. Non mais c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. C'est une version officielle. Les moteurs ont fondu dans un incendie à ciel ouvert. Voilà. Enfin bref, rien ne tient la route. Mais pourtant, la loi américaine a dit que la thèse officielle était la seule thèse et que c'était criminel de la contester, compte tenu de la douleur des gens et des familles et des États-Unis dans leur entièreté qui étaient morts. Il y a eu une loi immédiatement. Mais il y avait une autre loi qui était prévue, mais qui est passée tout de suite, ce qui fait qu'on n'avait pas le droit de contester aux États-Unis la version au fur et à mesure qu'il fallait, puisque le pays rentrait en guerre, donc c'était de la traîtrise d'essayer d'expliquer que la guerre n'était pas valable. Et comme par hasard, il y avait un autre truc, le Patriot Act. Jusqu'à présent, on avait vu les Américains, tout ça, liberté d'expression, droit à une intimité, c'était très respecté. Et d'un seul coup, on dit, les terroristes sont à l'intérieur du pays, on doit pouvoir surveiller tout le monde. Et donc le Patriot Act dit, tous les Américains, parce que c'est ça que ça dit en réalité, sont dangereux pour le pays, donc pour protéger le pays, on doit surveiller tous les Américains. Et donc, surveillance totale, etc. Et je vous dis, ça a tout changé. Dans l'industrie des télécoms, d'un seul coup, on n'avait plus le droit d'être opérateur. Et ça, je connais bien, parce que j'étais dans cette industrie à ce moment-là, si on n'était pas capable d'enregistrer la totalité des conversations téléphoniques, la totalité des SMS. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce qui est dit, mais c'est tout ce qu'on a dit, tous, est enregistré. Donc, à une époque sans intelligence artificielle, on ne peut rien en faire. Mais maintenant, toutes les conversations, vous les donnez aux intelligences artificielles, vous imaginez ce qu'elles peuvent en faire. Comment elles peuvent se nourrir de tout ça, lister les gens, caractériser les gens, etc. Vous croyez qu'ils vont s'en priver? Et toutes les lois sont en train de changer. Sur la rétroactivité. Moi, par exemple, j'ai été condamné pour des tweets que j'avais faits après une plainte. C'est-à-dire, il y a une plainte qui est faite pour quelque chose.
Et moi, je n'ai jamais fait partie de ce qui avait été dit avant la date de la plainte, mais j'ai fait 2 choses qui me font qu'on considère que c'est pas bien, mais qui datent d'après la plainte. Mais le pire, c'est que pour que cette plainte soit valable, il fallait qu'elle soit construite sur une dégradation de la santé. Et là, ça a été identifié en 2022. Mais mes tweets datent de septembre 2024. Donc en fait, je fais partie d'un groupe qui a créé un préjudice en 2022 avec des écrits de 2024. Ça s'appelle de l'anticipation. Non, mais il y a qu'en France que ça existe. Je vous assure, il n'y a qu'en France que ça existe. Et pourquoi en fait ça a été fait comme ça? Parce qu'en fait, ça permettait d'essayer de faire taire des gens, mais surtout d'avoir 10 personnes condamnées, c'est-à-dire d'arriver aux États-Unis contre Candace Owens et d'autres en disant en France, qui est le pays des droits de l'homme, de la justice, 10 personnes ont été condamnées pour ça. Donc me dites pas que vous n'êtes pas capable de condamner Candace Owens alors qu'on voit bien qu'elle est homophobe, transphobe, antisémite, machin, etc., etc. Et qu'en plus elle est de mauvaise foi parce que tout le monde sait que évidemment tout ce qu'elle dit est mensonger. Non mais vous réalisez ce que je viens de vous dire ou pas? Oui. Ça donne le vertige. Mais ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Oui, mais ça veut dire surtout que la justice est complètement corrompue. Bien sûr, mais vous savez, qui choisit les juges? Non, et c'est là où c'est intéressant. À haut niveau, en fait, ils se choisissent entre eux. Mais à bas niveau, c'est lui. Pour les généraux, le passage de colonel à généraux, c'est lui. En fait, aujourd'hui, en France, il n'y a pratiquement aucun juge de haut niveau qui n'a pas été choisi sous Macron, aucun général qui n'a pas été choisi sous Macron, aucun prof d'université, recteur d'université, etc., qui n'a pas été choisi sous Macron. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la capacité qu'il a eue avec En Marche de choisir des députés qui sont vraiment des godillots, c'est-à-dire qu'il a un processus de recrutement inimaginable, eh bien, vous voyez un peu comment ont pu être recrutés en fait les généraux. Et aujourd'hui, en fait, la seule personne qu'Emmanuel Macron est censé solliciter s'il utilise l'arme atomique, c'est le général Mandon, mais pas pour lui demander son avis, pour l'informer. Il n'a pas du tout à faire autre chose que l'informer, et c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ça dépend des circonstances. Et qui est le général Mandon? C'est quelqu'un qui, avant d'être le chef d'état-major des armées, était son chef d'état-major particulier. Et avant d'être son chef d'état-major particulier, il était un général d'état-major qui n'a jamais été un commandant d'unité. Il n'était même pas général. Hein. Oui, mais si, il a été général. Il est passé général très très vite. Très vite. Mais il n'a jamais été un général commandant d'unité opérationnel qui a eu des hommes. Mais c'est lui quand même qui a été choisi, excusez du peu, pour annoncer à la télé, dans le genre la grande muette, que les Français devaient être prêts à sacrifier leurs enfants. Mais non, mais rien de ça, tout ça, c'est surréaliste. Depuis quand un général, chef d'état-major des armées, d'un pays en paix, puisqu'on est censé être en paix, on n'est pas censé être en guerre, annonce que il faut sacrifier vos enfants. S'il vous plaît, là, les préfets, la valse des préfets, ils étaient en quelle année, ça? C'est maintenant. Tous les préfets, ils ont été choisis par Macron. Il a fait ça en 2022, je crois. D'un seul coup, on n'a jamais vu ça. Il y en a eu je ne sais pas combien qui ont été... Mais parce qu'ils ont tous été espionnés, identifiés, et tous ceux qui n'étaient pas suffisamment alignés ont sauté. C'est-à-dire que le système entier en France, là aujourd'hui, en fait, c'est presque un jeu d'avoir choisi moi, quelques personnes, etc. pour des procès. Mais le jour où, en fait, il va appuyer sur le bouton, ça va tomber sur des dizaines de milliers de personnes. Enfin, depuis 1958, la Constitution donne au président le pouvoir de nommer tous les hauts responsables d'administration. De Gaulle n'a jamais nommé de préfet communiste.
Mitterrand a nommé son ami Badinter au Conseil constitutionnel, Chirac a nommé son ami Jean-Louis Debré au Conseil constitutionnel. Ne vous attendez pas à ce que Macron nomme des opposants. Non, mais Chirac n'a pas nommé d'opposants, Sarkozy. C'est un système institutionnel qui peut être aggravé et dévoyé, mais c'est la Constitution qui le prévoit. sauf que la Constitution, elle prévoit quelque chose, c'est que le président de la Cour des comptes est toujours un opposant. Et ça a toujours été le cas. Non. Et ça a toujours été Le respecté. président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, depuis Sarkozy, donc ça n'existait pas avant, est un opposant. Non, là je parle de la Cour des politique. comptes. Le premier président de la Cour des comptes, c'est toujours un proche du président. Non, jamais. Ah bah, si. Jamais. Philippe Séguin a été nommé, c'était un proche de Chirac. Mais- Moscovici, c'était un proche de. Mais Hollande. Philippe Séguin, il a En été général, nommé c'est- alors qu'il était le plus farouche opposant de Chirac, puisqu'il s'était battu sur Maastricht et c'était Oui. un intraitable. Ensuite, je ne sais plus sous qui, il y a eu Pierre Jox qui était socialiste alors que c'était un gouvernement de droite, etc. Non, c'est toujours un opposant. Et là, bah si, le dernier avant Montchalin, c'était Moscovici. Moscovici, il n'est pas Renaissance, il est socialiste. Entre les socialistes et les macronistes. Oui, mais ça change un petit peu. Ça change un petit peu, en fait. C'est juste une question de... le rôle de la Cour des comptes, c'est justement d'être intraitable, intransigeant. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de dire par rapport à la Constitution. Donc en principe, ils n'ont pas beaucoup de manœuvres dans la manière avec laquelle ils interprètent. C'est comme la Cour suprême américaine. Mais la Cour des comptes, c'est toujours quelqu'un qui est connu pour être un opposant au chef de l'État en place. C'est une femme maintenant, non? Oui, c'est Amélie de Montchamin, qui est l'ancienne ministre du budget. Or, le rôle de la Cour des comptes, c'est de contrôler le budget de l'année d'avant, l'exécution du budget. Donc, si vous contrôlez le budget de la personne avant vous, c'est compliqué. Bon, on refait une petite pause avant les questions-réponses. C'est